La première fois que j'ai entendu parler de Claude François, j'étais à Rome et j'étais digne élève de Stanislas à l'époque et j'avais gagné un grand prix d'instruction religieuse. Et ayant été confirmé par le pape Jean XXIII lui-même, nonce apostolique à Paris, on était reçu en audience privée par le pape Jean XXIII. Et je suis parti donc à Rome et il y avait un dingo qui était dans cette espèce de, j'allais dire, de petite délégation qui n'arrêtait pas de chanter Belle, 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 et surtout Ma Vénus en blue jean. Et je lui dis, mais qui est-ce qui chante ce truc-là? Il m'a dit, c'est un mec qui s'appelle Claude François, c'est une idole. Je lui dis, ça peut pas exister, puisque Claude François, un nom français, ça n'existe pas. On s'appelle Dick Rivers, on s'appelle Eddie Mitchell, on s'appelle Johnny Hallyday. Voilà, donc c'est comme ça que j'ai entendu parler pour la première fois de Claude François. Alors, le contexte dans lequel j'ai rencontré Claude. Alors, c'est très simple, je l'ai rencontré sans le rencontrer. C'est-à-dire que je présentais des chansons naturellement à pas mal d'artistes, puisque c'était mon métier au départ. Et je suis, j'allais dire, introduit chez Claude François par Nicolas Scorsky, qui avait fait Chansons populaires. Et nous avions fait ensemble des petites chansons pour les enfants à un moment donné. Et un jour, il me dit, mais tu sais que ça irait vachement bien à Claude, on a une ou deux chansons. On n'avait pas pensé à lui précisément, mais bon. Donc on va présenter les chansons chez Claude. Donc je les présente à Jean-Pierre Bourter, qui était son directeur artistique. Et comme nous faisions d'habitude, Scorsky était au piano et moi je chantais la chanson. Et naturellement, dans les bureaux de Claude, ce bureau qui deviendra le mien par la suite, j'imite Claude. Et je chante une chanson qui deviendra un tube par la suite. Non pas par Claude, c'était C'est la vie en couleur. Tiens, voilà le marchand de ballons. Voilà. Et j'imite Claude, on rigole comme des fous, Bourter faisait la tête, je ne comprenais pas pourquoi. Et nous partons. Et j'apprendrai ensuite, par expérience, que Claude m'avait vu, par caméra interposée, la porte du bureau étant ouverte. Il m'avait écouté, il m'avait vu. Et ce qui viendra par la suite dans les conversations de fin de dîner, les trois quarts du temps, c'est Claude, d'une façon pernicieuse, dès qu'il sentait que j'en avais un petit coup dans le nez ou un truc comme ça, il me disait « Ah tiens Guy, fais nourrir, il paraît que tu m'imites vachement bien, vas-y, fais... » Non, non, pas du tout, moi je t'imite pas, il paraît que tu m'imites vachement bien, puis même les gestes et tout, tu sais bien le faire. Non, 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 je savais que je jouais avec la mort en faisant ça, et donc je refusais toujours de l'imiter. Mais voilà, comme ça, j'ai rencontré Claude François la première fois. Alors, ce qui nous a rapprochés, parce qu'on était vachement opposés en réalité. On était vraiment, c'était la glace et le feu. Bon, disons j'étais un peu le feu aussi, mais je me cachais sous la glace. Mais lui, d'abord, c'était exactement ce que j'aimais pas dans la variété, mais je trouvais une efficacité extraordinaire. Donc j'avais cette espèce d'admiration professionnelle. Bon, à l'époque où je rencontre Claude, je travaillais un peu pour tout le monde. J'avais fait beaucoup de chansons pour Gilbert Montagnier, entre guillemets. C'était vraiment mon artiste principal. Donc moi, j'étais du côté un peu plus rock. Je venais d'un milieu, je venais de la pop en règle générale, parce que j'avais travaillé beaucoup en Angleterre. Je fréquentais le Marquis Club. J'avais fait des buffs avec Rod Stewart. J'avais fait des premières parties de Tina Turner, des gens comme ça. J'avais travaillé avec Jeff Beck. Donc j'étais vraiment dans un trip. Pour moi, Claude François, c'était vraiment, bon, il y avait Sheila, Claude François, les petits copains, les yéyés, etc. Et Claude, c'était le côté mods, on va dire mods and rockers. Bon, mods. Mais ce qui m'a fait vraiment apprécier Claude, quand je suis devenu l'assistant de Jean-Pierre, parce que d'abord j'avais besoin de bouffer, c'était très simple, j'avais mes droits que je dilapidais avec toutes les jeunes filles qui passaient à l'époque, et puis il y a eu la curiosité. Et cette curiosité a fait que tout à coup, j'ai vu que Claude travaillait d'une manière tellement extraordinaire, et surtout avec des gens que j'appréciais à travers lui, les grands musiciens. Donc tout à coup, je me suis dit, ça, je vais en apprendre un max avec ce mec-là. Et là, j'étais fasciné. C'est comme ça que je suis rentré un peu dans cette équipe. Donc ce qui nous a rapprochés, je pense, c'était peut-être notre même façon d'aimer la musique. Je dis pas les mêmes chansons, mais tout au moins d'aimer la musique. Et il était musicien et j'étais musicien. C'est là où on s'est retrouvés un tout petit peu. Alors les rapports que j'avais avec Claude, d'abord ont été très très distants. Comme je l'ai dit au début, je l'ai connu sans le connaître. Ensuite, quand j'ai commencé à travailler avec lui, il m'a pas adressé la parole pendant à peu près 6 mois. Il a fallu qu'il se fâche avec Jean-Pierre pour que là, je commence à exister, et qu'il use 3-4 directeurs artistiques dont un a fait une crise cardiaque d'ailleurs au bout de 8 jours. Et un jour, j'ai quand même poussé la porte du bureau en disant « Bon, Claude, j'en ai un peu marre, là, vous me sous-payez, moi je fais tout le boulot, il y a un album en cours, il faut qu'on le sorte, faut que vous soyez numéro 1. Ah, comment je pourrais être numéro 1 sans Jean-Pierre qui est plus là ?» Enfin, ça a commencé. Je dis « Non, mais sans Jean-Pierre, on va être numéro 1 quand même. On va trouver d'autres compositeurs, etc. »
Et Claude m'a dit, et alors, qu'est-ce que vous proposez de mieux? Alors, qu'est-ce qui se passe si je suis pas numéro un? Je dis, vous me virez, puisque de toute façon, je serai viré prochainement, donc vous me virez que dans 6 mois. Bon, il a rigolé un peu, et ça a marché comme ça. Et donc, avec Claude, il y avait ce rapport qui a été, à un moment donné, bon, effectivement, on a été numéro un avec Le Vagabond, qui n'a pas été un grand hit, mais c'était numéro un quand même, avec une chanson de Cyril Assous. Claude, à un moment donné, m'avait surnommé Sauvagnargues, qui était le ministre des Affaires étrangères de l'époque, parce que j'arrangeais tous les coups. Donc il s'était dit, comme ce mec-là, il aime bien parler, il met des phrases dans tous les sens. Bon, en plus, j'étais bilingue anglais et tout ça, donc ça va être mon ministre des Affaires étrangères. C'est beaucoup plus simple, comme ça, il va pouvoir parler comme il veut. Donc, sur les plateaux de télé, quand Claude avait 4 heures de retard, on m'envoyait en première ligne. Donc j'étais là, je faisais mon numéro, il va arriver, ne vous inquiétez pas, il était en bas de l'immeuble, il arrive avec la voiture. Tout le monde se foutait de moi en rigolant. Très bien Florian, vous faites votre métier, c'est formidable, etc. Donc il y avait ce rapport-là. Il m'aimait bien, je pense, mais je l'énervais profondément. Mais il est arrivé à un moment donné où il ne se passait plus de moi non plus. Alors, cette année-là, cette fameuse année-là, ce qui s'est passé, c'est que Claude, que j'aimais beaucoup, me posait certains problèmes parce que j'étais pas fan, comme tout le monde le sait, et des fois nous recevions de belles chansons, anglaises, américaines, et moi je trouvais que la version originale était superbe. Je me disais, quand l'autre il va mettre sa voix là-dessus, quel gâchis. Je me disais, mais quel gâchis. Donc il est arrivé que je cache des chansons, à mes risques et périls, parce que dans ces cas-là, Claude pouvait s'en apercevoir et me dire, comment ça se fait que tu me peux montrer cette chanson. Donc je veux dire, mais je me disais, putain, pourvu qu'il la fasse pas, quoi, celle-là, c'est trop bien. Exemple, Toi et le soleil, qui est pourtant une chanson très réussie, mais j'aimais tellement la version de Johnny Nash que je voulais pas lui montrer. Bon. Cette chanson, cette année-là, qui était Oh What a Night, j'ai immédiatement su que c'était un tube énorme pour Claude. Je voyais la chorégraphie, je voyais tout. Bon, naturellement, je me dis, je vais lui montrer. Entre-temps, Jean-Pierre réintègre les lieux. Il revenait de chez EMI, enfin bon. Il réintègre les lieux. Et naturellement, quand Jean-Pierre revenait, il avait la gentillesse, ce salopard de Jean-Pierre, de me prévenir d'abord en me disant, tu sais mon pauvre Flo, qu'est-ce que tu vas déguster? Parce que quand je reviens, ça va être ta fête. Je dis, mais de la part de qui? Il me dit, bah de la part de Claude. Parce que quand il m'aime, il t'aime plus. Voilà, c'était comme ça. Donc tu vas en prendre plein la tête. Donc j'étais déjà prévenu, blindé. Mais je me dis quand même, avant que Jean-Pierre arrive, faut que je montre cette chanson. C'est une chanson d'ailleurs des éditions Chapelle. Et je dis, je vais montrer ça à Claude. Entre-temps, Jean-Pierre arrive, bon, et ça repasse par Jean-Pierre. Je dis à Jean-Pierre, écoute, franchement, montre-lui ce truc-là. Jean-Pierre, tout le monde le sait, était son compositeur principal. Les adaptations, ce n'était pas forcément, j'allais dire, le marché dans lequel il faisait lui ses chansons, je le comprends aussi. Donc ça a traîné un peu, quoi. Ça a duré quand même pendant 2 mois, où j'ai réussi à tenir d'un côté l'éditeur, et j'arrivais pas à parler à Claude, puisqu'il ne voulait plus me parler. Donc à la fin, j'ai fini quand même par lui mettre sur le bureau, en disant, si tu prends pas cette chanson, je mange mon chapeau, enfin une connerie comme ça, et il l'a faite. Et il y a une anecdote supplémentaire, c'est que je suis un peu à l'origine de la chorégraphie, un peu involontairement. On parle avec Claude de la chorégraphie. Il me dit, mais qu'est-ce que tu vois sur cette chanson un jour? Parce qu'il me reparle à nouveau. On sortait d'une émission de télé, on était tous habillés en blanc, c'était un jour d'été, enfin de printemps. On était beaux, on était en blanc et tout ça. Puis Claude me dit, tiens, on va aller bouffer chez Fernand, à Saint-Germain, etc. On se met là-bas, on arrive avec 3 Claudettes, 2-3 amis, on était tout beaux, on avait nos femmes avec nous. Moi j'étais réconcilié, donc tout allait bien. Et puis Claude me dit, et alors, d'un coup, tu m'as dit, tu avais une idée de chorégraphie, t'es pourtant pas danseur, enfin ça commence. Pourtant tu m'imites bien, donc tu dois... Non, écoute, je dis, écoute Claude, ouais. Bah écoute, oui, je dis, oui, j'ai une idée. Je dis, écoute, tu sais, là-dessus, je vois un truc, comme on parle de cette année-là, je vois un truc d'actualité. Ça retourne en arrière, et quand j'étais petit, j'allais au cinéma, dans les petits cinémas de quartier, dans le 15e, et puis il y avait les actualités, il n'y avait pas la télévision à l'époque. Et il y avait la Fox Moviton, à l'époque, et il y avait l'indicatif, c'était... Et on voyait un avion qui passait. Ensuite, il y avait des gymnastes qui étaient sur un stade, des filles qui se levaient et qui faisaient comme ça. Et je fais ça dans le resto au moment où le mec arrive avec 8 charlottes au chocolat. Et naturellement, les charlottes partent au plafond, tout le monde s'en prend. Claude hurle de rire parce que lui n'avait pas une seule
tache de chocolat. Ça le faisait bien rigoler. Donc je suis un peu à l'origine de cette chorégraphie. Depuis plusieurs mois, il ne m'engueulait pas, enfin ça se passait très bien. Puis il m'a dit, tiens, Florian, je t'annonce une bonne nouvelle. Toi qui aimes bien les blondes, etc., ça a commencé. Bon, en plus, c'était fouteur de merde, parce qu'à l'époque, j'étais quand même... j'ai encore une bague au doigt, j'en ai une maintenant, mais je veux dire... et il me dit, je t'emmène en Finlande. Moi, je dis, c'est génial. 8 jours et tu fais rien, pareil. Tu fais rien, 8 jours. On va en Finlande avec Sofia. Génial. La veille, il me dit, t'aimes bien les photos, tu fais beaucoup de photos, tu devrais emporter quelques appareils quand même. Comme ça, tu vas faire un petit reportage en même temps. Je dis, bon, bah, qu'à cela ne tienne. Donc, je me prends mes appareils, je loue 2-3 Nikon, machin, etc., des objectifs, des piles rechargeables, des machins. Enfin, à l'époque, c'était plutôt lourd, le matériel. Et au dernier moment, il me dit, puis comme ça, tu feras la nounou. Je fais, ah, bon, le nounou de qui? Bah, les enfants. D'accord. Donc, j'avais les 2 monstres là. Alors, on part avec les monstres. Sofia, Claude. On va en famille là-bas. Première nuit, ça va, on arrive dans la famille de Sofia. Je suis accueilli par les 2 sœurs de Sofia. Magnifique. Elles me mettent dans le sauna, elles me font faire dodo, tout ça. Je me suis dit, si ça commence comme ça, c'est génial. Le lendemain, on part dans une isba qui était dans la forêt avec la famille de Sofia. Claude, le bras à la portière, Sofia à côté, moi, la bonne nounou antillaise derrière, avec les deux marmots qui arrêtaient pas de me pincer, de m'emmerder, je leur foutais des tartes en cachette, etc. Bon, l'enfer. Claude et Marc, horrible. Marc, était sympa, mais alors l'autre... hein. Et puis en plus, ils ont... ouais, de toute façon, si tu nous pinces, on dira à papa, enfin, c'était comme ça. Et puis, on arrive dans cette fameuse isba, etc. C'était vachement bien. Oh putain, génial. De l'eau, bien sûr. Pas d'électricité. Pas de téléphone à l'époque. C'était génial. On vivait un peu de notre pêche. On allait pêcher. Et puis, là, ça a commencé à virer au bout de 2 jours. Claude me disait, bon, dis-nous le reportage où on en est là. Hein. Prendre les appareils. Hein. Il suffit pas de se dorer la pilule, là, maintenant. Donc, il faisait du jogging. Il fallait que je cours plus vite pour l'attendre au coin du bois. Vous savez, c'est le mec qui fait la prise de vue du mec qui fait le 110 mètres M, il va plus vite que le mec pour arriver le premier. Donc c'est un peu ça. Donc il fait que je cours avec tous mes appareils pour le coincer en pleine action. Après, il a voulu que je fasse des photos dans le sauna. Le flash ne marchait pas quand il était dans le sauna, parce que il m'obligeait à ouvrir la porte, de rentrer dans le sauna avec mes appareils, ça marchait pas. Donc pareil, il a piqué une crise. Après, il y a une très belle photo où on le voit en train de parler avec ses enfants. Je l'ai prise de loin parce que j'ai peur de prendre des tartes. Parce que j'ai prise de loin, il parle avec ses enfants, il leur explique que, vous voyez, quand on emmène des imbéciles en vacances, voilà ce qui se passe. C'était ça. Donc ça s'est terminé très mal parce qu'on est rentré au bout de 5 jours au lieu de 8, à peu près. Il fallait qu'il parle à Nicole Gruyé tout de suite, il fallait qu'il rentre. Donc ça a été un enfer, quoi, je veux dire. Mais c'est pas mal. Puis en plus, il était très jaloux. Parce que j'avais du succès auprès des filles. Parce que moi, j'étais brun. Les filles n'avaient jamais vu ça. On arrivait dans un supermarché à Helsinki. J'avais toutes les gonzesses pour moi. Et lui, inconnu. Et en plus, il était avec Sofia, qui était comme ça, donc il ne pouvait rien faire. Et moi, j'avais mon petit succès. Donc, ce fameux samedi, maintenant, dont tout le monde se rappelle, parce que les gens se rappellent de la mort de Kennedy, se rappellent de la mort de Claude François, qu'est-ce qu'il faisait à ce moment-là, etc. Moi, j'étais en voiture avec des amis. Et puisqu'il n'avait pas voulu que je devais pas aller à l'Aisin, j'étais dit que je voulais me faire quelques descentes de ski. J'avais des amis qui m'avaient invité dans une petite station, pas très loin, enfin dans le Jura, je sais plus où c'était. Et on est en voiture et j'entends le chanteur malheureux. Tiens, c'est marrant, j'ai le chanteur malheureux, bon, ça doit être une station locale, etc. Je dis, écoute, Claude, je l'ai à longueur d'année, je dis, change le... Et notre ami change le truc. On avait fait quelques descentes le matin et il devait être 3h30, 4h de l'après-midi. On avait déjeuné, on se baladait. Et là, j'entends chanson populaire. On bouge les chaînes. Il n'y avait que du Claude François. Là, je dis, écoute, c'est marrant. En rigolant encore, là, je dis à mes amis, bah, donc, Claude serait mort, il passerait pas autant. Et puis d'un coup, j'entends Alexandrie. Et là, je dis, alors là, il y en a une qui va se faire tirer les oreilles, c'est Marie-Thérèse, parce qu'elle devait porter le disque en radio seulement lundi. Donc, qu'est-ce qui leur prend de passer le titre aujourd'hui? Et là, il y a eu le flash. Et j'entends Geneviève Leroy qui dit, ouais, Claude, c'était terrible, c'était un grand homme. Enfin, toutes les
les condoléances habituelles, et j'apprends qu'il était mort. Ça a été un choc, quoi. Je veux dire, là, j'ai pas trop compris ce qui arrivait. Donc, il a fallu trouver un téléphone. On n'avait pas encore les portables à l'époque, hein. Il a fallu trouver un téléphone tout de suite. J'ai appelé l'appartement. J'ai d'abord appelé le bureau. Naturellement, c'était occupé tout le temps. Donc là, j'ai pensé qu'il y avait quelque chose de grave, parce que normalement, au moins, il y avait le gardien tout seul qui aurait pu répondre. Et puis, je me suis dit, j'appelle l'appartement. Et là, je suis tombé sur Jean-Pierre qui m'a dit, oui, ça vient d'arriver, etc. Donc, j'ai foncé avec la voiture. Et je suis arrivé à Paris, et je l'ai vu sur son lit de mort. Il venait de mourir, quoi, en fin de compte. Et ça a été un choc. Alors, c'était un choc, je le dis souvent, je le dis en plaisantant, je suis parti en vacances à ce moment. C'était un peu les vacances. Mais c'est vrai que ça faisait longtemps que je pensais aussi à le quitter, quelque part, parce que je voulais évoluer dans mon métier aussi. Et c'est vrai que c'était toujours gratifiant de dire je m'occupe de Claude François, je travaille avec Claude François. J'avais eu déjà des avances de pas mal d'autres artistes et d'autres maisons de disques. Mais j'aurais aimé pouvoir lui parler comme ça, mais c'était pas possible. J'aurais aimé pouvoir lui dire en fait on est potes. Alors qu'il disait aux gens, c'est un ami. Mais moi il me disait jamais ça. Bon, mais être un ami de Claude, je crois qu'on était très peu à être de vrais amis. Moi je pense pas que j'étais un véritable ami. Je crois qu'il m'aimait bien, je crois qu'il m'aurait beaucoup regretté si je l'avais quitté en premier, ça c'est sûr. Mais je me dis maintenant, j'aurais des choses que j'aurais aimé lui dire aujourd'hui. Mais avec de la distance, n'étant plus employé. La distance patron-employé, c'était très important pour lui, malheureusement. Mais c'est vrai que c'était un moment tellement grave, tellement fou. Et alors, ce que vraiment je veux dire, c'est que moi, après, j'ai entendu tellement de choses sur sa mort, tellement de bêtises, tellement de ragots. J'étais donc bien placée pour savoir, il est vraiment mort parce qu'il a touché la lampe comme ça, au-dessus de sa baignoire en sortant de son bain, donc complètement dans l'eau. Il est mort de la façon la plus bête qui soit.